Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans. Ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette première interview avec notre directrice. Bonjour Camille. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, ma foi, tranquillement, comme un matin où mon fils est gardé par sa mamie, donc avec un peu de disponibilité pour toi. Merci. Bien, merci à toi. Alors aujourd'hui, donc tu es la première interviewée et en fait, nous voudrions même que tu puisses te présenter pour savoir qui es-tu, parce que Camille, en fait, peut-être certains ne le savent pas, mais Camille, c'est aussi Ripen. Et Ripen, tu es la directrice. Alors, je voudrais savoir si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais. Alors, qui es-tu ? Alors, qui es-tu ? Alors, il semblerait que je sois la grande Manitoute de l'OD, voilà. Mais ça, c'est le titre pompeux. Alors, donc, Camille Serre, Ripen. Alors, j'ai 30... Quel âge ai-je ? 36 ans et demi, voilà. J'ai 36 ans et demi. Je suis mariée à un monsieur qui s'appelle Léonard. Et j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. J'ai un chat également, noir, évidemment. Hein, voilà. Et je vis en Dordogne, en France, en Dordogne. Je vis en Dordogne depuis peu. Avant, je vivais à Toulouse et maintenant, je vis en Dordogne. Et on a profité du Covid pour s'exiler à la campagne. C'était déjà prévu avant l'épidémie, mais ça nous a un petit peu précipité dans nos projets. Donc voilà. Et dans l'OD, je suis donc la directrice et pour l'instant l'unique grande prêtresse, mais d'autres s'en viennent. Et aussi, attends, j'avais un autre truc à dire, mais je sais plus. Bon, bref, peu importe. Si, voilà, si quand même, je suis prêtresse de Kéridwen. Voilà, Kéridwen est ma déesse patronne. C'est le plus important à dire. Elle m'en voudra pas. Non, je pense pas. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce cheminement à l'OD, du coup ? Alors, l'OD, le MD... Voilà, à l'époque où j'ai commencé, c'était en 2009, donc là, on est en 2021. C'était il y a 13 ans, à peu près. À l'époque où j'ai commencé, ça s'appelait l'école du Lotus et il y avait 3 prêtresses et 15 miyesis et autres apprentis. Voilà, donc c'était tout petit. Moi, j'ai commencé parce que quand j'étais à Toulouse, j'ai rencontré des personnes qui étaient j'ai rencontré un cercle de dévotion un peu autour de la déesse. Et c'était un peu la voie dans laquelle je me lançais. Donc, il y a 13 ans, j'avais 23 ans. Voilà. Et elles m'en ont parlé de l'OD, enfin de ce qui était à l'époque l'école du Lotus. Et alors elles étaient chaudes patates pour devenir prêtresse, mais moi pas trop. Enfin à l'époque c'était plus une exploration personnelle pour un peu comprendre le divin féminin, comment ça se manifestait pour moi et en moi. Enfin en fait voilà, j'avais besoin, ça me semblait un bon cadre et un bon fil pour explorer mon propre cheminement là-dedans. Et donc, je me suis inscrite. Et je me suis inscrite à l'époque, je me souviens bien, je disais bien que j'avais pas l'intention de devenir prêtresse, ou en tout cas pas pour les autres. Que si je devenais prêtresse, c'était pour moi, que je serais ma propre prêtresse à moi. J'avais pas l'intention de devenir officiante de cérémonie symbolique comme je le suis devenue aujourd'hui. Enfin bon, bref, ce genre de choses, on en reparlera plus tard. Mais voilà, j'avais vraiment l'intention de m'explorer. Comme c'était une approche par archétype, et que moi, les archétypes, ça me parle bien parce que j'ai dans mon passif, il y a un peu de l'exploration en psychanalyse et compagnie, quoi. Et du coup, je me suis dit, ça va être un bon moyen, un bon outil pour moi. Et je me suis dit, j'arrêterai à la fin des archétypes.
Sauf qu'une fois arrivée à la fin des archétypes, je me suis dit, bon, maintenant que j'y suis et que je suis curieuse, je continue. Donc, j'ai continué. J'ai continué. Puis, à chaque fois où je me disais, non, mais je m'arrêterai à la fin, de toute façon, je ne deviendrai pas prêtresse, j'ai quand même continué. J'ai quand même été initiée à la prêtrise, etc., etc. Puis après, une fois que j'ai été lancée, moi, en tout cas, je me suis pas arrêtée. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Enfin, je veux dire, comment toi tu étais avant et après, qu'est-ce que ça a transformé chez toi? Est-ce que tu as une vision de, par exemple, toi, quand tu étais petite, tu avais des rêves et tout, et puis au fur et à mesure de ton cheminement en tant qu'adulte, et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, c'est difficile de dire qu'il y a un avant et un après l'OD parce qu'en fait, ça fait déjà 13 ans que je suis dedans et j'ai pas prévu pour l'instant de m'en aller. Voilà. Du coup, concrètement, ça infuse. Donc, il n'y a pas de poste à pourvoir sur la prochaine directrice. Voilà, on a noté. Non, pas pour l'instant, non. Si jamais ça vient, je préviendrai en avance. Voilà, mais pour les quelques prochaines années, normalement, voilà. À moins qu'il y ait un problème de santé quelconque, ça c'est le genre de choses on peut pas trop prévoir, mais voilà. Et non, mais du coup, voilà, le fait est que ça infuse en fait, ça fait partie de ma construction finalement. Donc, alors quand j'étais petite, pour te répondre, moi, je suis passionnée depuis que je sais lire, donc depuis l'âge de 4 ans. Je suis accompagnée par les contes. Donc d'abord les contes, les petits chaperons rouges, la petite sirène et compagnie, tout ça. Et après, ça s'est transformé en intérêt pour les mythes, les mythologies antiques. Et tout ça, en fait, ça me suit depuis la plus tendre enfance. Donc forcément, bon, après, évidemment, je me suis aussi intéressée à tout ce qui est littérature, fantasy et autres. Ça, c'est un autre aspect. Mais voilà, donc tout ça, les contes, les mythes, les archétypes et tout ça, ça fait vraiment partie de mon fonctionnement depuis petite. Ce qui fait que l'OD arrive par là-dessus, enfin à l'époque l'école du Lotus, avec un fonctionnement similaire. Donc du coup, moi, je me suis vraiment engouffrée là-dedans en tout naturel finalement. C'était vraiment très très naturel pour moi de suivre ce genre d'accompagnement et de programme. En plus que je suis très très autonome dans mes apprentissages, donc du coup j'ai eu aucun problème à malaxer les leçons pour les faire à ma sauce. Voilà, ça a vraiment été pour moi aussi naturel entre guillemets de me servir de cette matière première pour faire mon propre cheminement. Donc du coup te dire qu'il y a un avant et un après, c'est difficile parce qu'en fait c'est une continuité finalement naturelle et c'est peut-être pour ça que je m'y suis sentie aussi bien et que j'arrive que je suis arrivée au bout de 10 ans à la direction. C'est parce que naturellement, tu t'es adapté. Voilà, ça matche bien à mon identité. Ça matche bien à mon identité, donc du coup, voilà. Mais par contre, le fait est que quand j'étais petite aussi, j'ai été éduquée dans une famille où tout ce qui relève de la spiritualité et de la magie, ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Voilà. J'ai été éduquée dans une famille très athée, très anticléricale, très voilà, où la magie et les trucs comme ça, c'est bien dans les séries télé du samedi soir que j'ai eu l'occasion de regarder abondamment également. D'accord, je vois. Voilà. Mais c'est pas vrai, c'est pas pour de vrai, c'est dans les histoires. C'est pas pour de vrai, c'est dans les histoires. Ce que m'a apporté l'OD, bon, alors c'était mon propre cheminement qui m'a déclenché ça, mais entre autres, ça a été aidé et soutenu par le parcours dans l'OD, c'est d'aller toucher que en fait ça peut être vrai. Voilà. Bon, après, je reste une grande sceptique, donc de temps en temps, je me demande si je suis pas en plein délire mystique malgré tout. Mais j'ai mes réalités terrain quand même, j'ai mes synchronicités qui me tombent dessus, j'ai mes contacts avec les entités. Alors, est-ce que les entités sont dans mon esprit ou sont à l'extérieur? À la limite, on s'en fout, c'est pas grave. Le fait est que ce que ça m'a apporté, c'est que les histoires, ça a quelque chose de vrai. Les histoires, ça a quelque chose de vrai, et du coup, ça me permet de me développer dans mon propre rapport au sacré, au mystique, au grand mystère, etc. Avec ce support-là, et ça entre guillemets, ça m'a donné l'autorisation d'aller là-dedans. En tout cas, grâce à ça, je me suis donné l'autorisation. C'est ça. Donc, tout ça a pu du coup changer. Ma question suivante, c'est qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Donc, ça a tout changé dans ta vie. Globalement, ça a tout changé dans ma vie parce que effectivement, voilà, on en a déjà parlé, mais ça a tout changé dans ma vie parce que c'est pas que je savais pas ce que j'allais devenir dans ma vie, c'est que moi, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être sorcière et écrivain.
Voilà. Voilà. C'est pas mal. Donc, si tu veux, aujourd'hui, j'écris des livres et je suis sorcière. Et je vais peut-être même à un moment donné écrire un livre sur la sorcellerie, qui sait. Donc, si tu veux, pour moi, en fait, ça m'a donné l'autorisation d'aller dans mon vrai parcours de vie, si tu veux. En tout cas, ce que j'appelle, moi, mon vrai parcours de vie, ce que chez les Indiens, ils appellent le svadharma, c'est-à-dire ce pourquoi tu es censé être là, sur Terre. Et il faut y aller, parce que sinon, si tu réalises pas ce pourquoi tu es censé être là sur Terre, eh ben, l'harmonie du monde est bouleversée. Dans le modèle indien, c'est ça. Bah, il y a un peu de ça, tu vois. Il y a un peu de ça, de se dire, moi, j'étais là avec mes aspirations à la magie, mes aspirations à l'émerveillement, mes aspirations mystiques, qui étaient un petit peu, court-circuitées par un contexte familial à la fois ouvert d'esprit, mais à la fois sur les aspects spirituels, énergétiques, pas très très pas dans le mood, quoi. Et du coup, bah voilà, ça m'a permis de m'autoriser des trucs que je m'interdisais préalablement pour être en accord avec le modèle familial. Bon, voilà, du coup, maintenant, ils font avec. Hein. Maintenant, je suis l'anticonformiste de la famille, c'est officiel. Il en faut une. Il en faut Voilà, toujours il en faut toujours une. Mais voilà, donc ça m'a vraiment apporté cet espace-là. Et résultat, je suis devenue prêtresse, quoi, envers et contre toute attente. Voilà. Voilà. C'est beau, c'est très inspirant ce que tu dis. Et dans ce parcours, alors, au niveau de, alors pas de l'OD du coup, mais dans ton parcours à toi, quelles a été en tout cas les plus grandes difficultés que tu as eues, par exemple les leçons ou les exercices, par exemple qu'on avait, parce que des fois certains sont un petit peu, voilà, ça nous retend. Bouleversé. C'est un peu bouleversé. Alors moi j'ai la chance de pas avoir été bouleversée par les leçons. Parce qu'à chaque fois qu'il y en avait une qui me confrontait à un truc, je la malaxais pour en tirer quelque chose. Mettons, il y a une leçon où il faut travailler avec une certaine déesse et pas une autre. Moi, j'avais aucun souci à me dire cette déesse-là, elle m'inspire pas, je travaille avec autre chose. Du moment que je suis dans l'esprit de la leçon, du moment que je suis dans l'esprit de la leçon. Ouais. Du moment que je reste dans l'esprit de la leçon. Mettons, il y a une fameuse leçon là où il faut partir à la rencontre de la déesse et c'est avec Hécate. Bon, je sais plus moi à l'époque ce que j'avais fait, mais j'ai le souvenir d'une étudiante qui était bloquée parce qu'elle n'y arrivait pas avec Hécate. Je lui dis mais laisse tomber Hécate, prends une autre, parce que l'important c'est d'aller à la rencontre de la déesse. Tu vois, enfin, donc moi j'ai eu aucun problème à malaxer les leçons pour tant que je restais dans l'esprit de la leçon, à savoir par exemple l'exploration de la dame sombre, qui est généralement celle qui secoue un petit peu les gens, ou l'exploration de l'enfant. L'enfant, elle est bien aussi pour secouer un peu les gens. Enfin bon, bref, toutes elles peuvent avoir leur aspect confrontant. L'important, même si tu fais pas l'exercice qui est demandé, l'important c'est de rester dans cette exploration-là. Et alors du coup, si l'exercice il t'inspire pas, un peu, il y a la question de se demander pourquoi, et après d'essayer de se fabriquer son propre exercice pour rentrer dans l'état d'esprit de la leçon, même si c'est pas l'exercice absolument qui est demandé. Donc moi, j'ai eu aucun problème avec ça, à me rajouter moi-même des expériences et des trucs comme ça. Donc j'ai pas eu cette difficulté-là. J'ai eu plus de difficultés avec la pratique. Parce que comme il fallait que je dépasse ça n'existe pas, moi j'avais le doute à dépasser. Donc c'est très très personnel en fait. Ma plus grande difficulté, ça a été de m'autoriser à accorder de la foi et du crédit à ce que je vivais. Ça a été ça le plus difficile pour moi. Et donc ça a été plus dans la partie pratique, genre exploration DA avec les herbes et compagnie et tout ça là. Déjà je suis pas quelqu'un de très dans la matière. Dans le sens où je suis ancrée dans la matière, j'ai un corps et tout, et en plus un gros travail pour moi, ça fait vraiment partie de mon chemin de vie, l'ancrage dans la matière. Mais avoir 14 000 objets, moi c'est pas trop ma spécialité. Enfin, mon hôtel à la base c'était une bougie blanche et une nappe. Hein. Voilà, c'était ça mon hôtel. J'avais pas. C'est plus facile à transporter. Plus facile à transporter, ça coûte pas beaucoup d'argent, c'est l'avantage, et on obtient d'excellents résultats au demeurant. Après voilà. Mon matériel, je l'ai trouvé au fur et à mesure et encore maintenant, j'ai des trucs, mais je fais pas partie des grandes collectionneuses. Mais bon, voilà. Et en fait, vraiment, ma grosse difficulté, ça a été d'accorder du crédit à mon ressenti et du coup, au début, mon parcours, il était beaucoup plus intellectualisé et progressivement, il a été de moins en moins il a été de plus en plus avec le cœur, si tu veux, parce que de plus en plus, je m'autorisais et j'accordais du crédit. Mais c'est surtout voilà, et donc toutes les expériences pratiques de type je sais plus ce que c'était DA et les herbes, je crois qu'il fallait fabriquer
enfin, je sais même plus ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, il fallait aller chercher des herbes, donc les acheter. En plus, quand tu vis à Toulouse, quand tu vis en ville, c'est des achats, c'est pas aller chercher dans la nature, etc. Tu vois. Et ça a été un peu plus difficile pour moi de mettre en pratique ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a fait continuer ce cheminement parce que, alors, maintenant, il y a Dea Sapienza, Dea Mystica, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, toi, tu es passé directement, le chemin était plus court, mais peut-être différent que maintenant. Ouais, alors, en fait, le chemin ressemblait beaucoup plus à Dea Mystica tel qu'il est actuellement. Pas tel qu'on vous le concocte pour dans 1 an ou 2, sachez-le. Hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va écouter ce podcast. Sachez qu'on est en pleine refonte de Dea Mystica et qu'il est encore plus dense que... bon, bref, voilà. Mais effectivement, avant Dea Mystica, c'était... ça ressemblait plus à... C'était en fait, le début de Dea Sapienta et la fin de Dea Mystica, c'était ça que j'ai fait, moi. Donc moi, j'ai pas fait tous les panthéons et tout, j'ai pas fait à l'époque. Oh, la chance. Voilà. J'ai pas fait, mais il faut que vous sachiez que comme on est en train de refondre Dea Mystica, pour l'instant, je laisse les prêtresses tranquilles, mais que dès que c'est terminé, je les oblige à toutes faire Dea Sapienta, en tout cas tous les panthéons, à les revisiter. Celles qui ne l'ont pas encore fait, ça va être séance de rattrapage obligatoire. Parce qu'effectivement, c'est comme après, bon, nous, on a fait nos parcours différemment et chacun son parcours de prêtrise, évidemment, mais voilà. Donc nous, on avait un parcours beaucoup plus court, effectivement, et beaucoup plus condensé. En fait, le parcours de Dea Mystica était un peu plus long, mais du coup, en tout, c'était moins long, évidemment, que ce que les prêtresses que ce que les étudiants vivent aujourd'hui. En fait, moi, déjà, à la base, je voulais arrêter à la fin des archétypes. D'accord. Parce que je me suis dit, ce qui m'intéresse, parce qu'à l'époque, de toute façon, on n'est jamais obligé de finir un programme, hein, ça, c'est chacun se démerde avec son parcours aussi, quoi. Mais à l'époque, il y avait, du coup, c'était encore plus clair qu'on pouvait s'interrompre en plein milieu, puisque à la fin, t'étais prêtresse directe, tu vois. Enfin, donc, c'était un peu, voilà. D'accord. Et moi, je me suis dit, je me lance là-dedans. À la fin, je m'arrêterai aux archétypes, puisque c'est plutôt là-dessus que je voudrais aller m'explorer moi-même. Et puis, à la fin des archétypes, je me suis dit, oh, t'es là quand même. On va continuer. Pour voir. On sait jamais, tu vois, ce qui pourrait arriver. Et donc, du coup, j'ai continué. J'ai vécu des trucs, mes petits trucs, entre autres, ma déesse patronne qui s'est manifestée pendant Dea et les herbes, justement. Justement, le moment où tu as trouvé, où tu as compris que... Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu deux phases. Il y a eu le moment où j'ai trouvé et ensuite, il y a eu le moment où j'ai compris. C'est toujours en deux phases. C'est toujours en deux phases. Pendant Dea et les herbes, j'ai vraiment vécu la présence de Keridwen. Mais je me suis dit, ça doit pas être ma déesse patronne, je sais pas. En plus, moi, je voulais Mordicus, que ce soit Brightheed du panthéon celtique aussi, mais Brigitte, quoi, pour celles qui ont, voilà. Et parce que j'avais une projection sur ce que devait être ma déesse patronne. Puis non, arrivé à la fin, c'est Keridwen qui s'est. Alors j'ai eu une visualisation sur quand j'ai fait Dea et les éléments, j'ai fait l'eau, donc c'était avec Keridwen dans le fond du chaudron et tout. Elle s'est pointée. Et là, je me suis dit bon, allez, ça doit être manifestement, faut que je sois un peu ouverte de la comprenette. Et puis bon voilà. Après, je vais pas vous raconter exactement comment ça s'est passé pour deux raisons. D'une part, c'est intime, et d'autre part, je m'en souviens pas bien. J'ai pas des souvenirs précis. C'est un peu comme dans des rêves. Moi, les visualisations, je les vis beaucoup comme des rêves. Donc du coup, il y a des choses qui restent, des impressions, mais il y a des détails qui s'échappent. Oui. Donc voilà. Mais voilà, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une expérience importante avec Keridwen pendant Dea et les herbes. Ensuite, je me suis dit, c'est pas elle parce que elle est revenue, Keridwen, dans Dea et les chakras parce qu'elle s'est positionnée au 3e œil. Et du coup, je me suis dit, ça doit pas être ma patronne, parce que ma patronne, elle doit être au chakra coronal, évidemment. Pas du tout, hein. Absolument pas. La déesse patronne, elle s'installe où elle veut, hein, voilà. En tout cas, à ce moment-là de ma vie, elle s'est installée là. Après, elle s'installe à un autre moment, un autre endroit. Et après Dea et les éléments, au moment de l'élément eau, donc qui est pas mon élément favori à la base, hein, parce que moi, je suis Sagittaire ascendant Lion. Et j'ai un milieu de ciel en bélier, si tu veux. Donc, du coup, j'ai une forte tendance feu, hein. Donc, l'eau se manifeste. Voilà. Keridwen me dit, ah ben non, toi, ta voix, c'est la voix humide, hein, globalement. Je fais bon, d'accord. Et en fait, ça s'est vraiment fait en plusieurs étapes.
Et après, arrivé au cahier de la déesse patronne, je me suis dit, bon, j'ai 2 mois et demi pour écrire un livre sur Keridwen, ça va pas le faire. Et j'en ai parlé à Freya Kibela à l'époque chez la CID, qui était donc ma mentor. Elle m'a dit, mais te prends pas la tête, ça reste un cahier de la déesse patronne, donc c'est important, mais c'est pas non plus, on te demande pas d'écrire le résumé d'une vie en 2 mois et demi, tu vois. J'ai fait, ah bon, d'accord. Et du coup, j'ai été initiée prêtresse de Keridwen au sein de l'ordre de DA. Et puis après, je suis restée. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en post-initiatique. Ça a été long avant qu'il y ait des trucs en post-initiatique. Donc, ton début de parcours en tant que prêtresse, tu l'as vécu comment? Toi qui ne voulais pas être prêtresse. Déjà, je me suis engagée dans le mentorat parce qu'autant je voulais pas être prêtresse, autant pour moi, dans ma famille, il y a un atavisme familial sur l'enseignement puisque toute ma famille est enseignante. Donc, mes 2 parents qui sont séparés et qui ont des compagnons qui sont enseignants, les cousines, les tantes et tout le monde est enseignant. Donc, l'enseignement, pour moi, c'est naturel. Donc, du coup, faire du mentorat, c'était naturel. Et c'était naturel de le faire, de faire avec des supports pédagogiques, des trucs, des machins. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai pas mal développé un peu ces trucs-là. Et en fait, je me suis engagée. Il y a eu pas mal de DA initiatriques. Il y avait pas beaucoup de post-initiatiques, mais il y avait des DA initiatrices. Il y avait des parcours annexes. Donc, j'ai fait le DA initiatrique sur la terre-mère à l'époque avec Pema Keltoy, qui devrait revenir sous peu. Je serais ravie de le refaire parce que beaucoup de choses ont forcément changé. J'ai fait le DA initiatrix DS sombre, qui n'existe plus à l'heure actuelle, et dans lequel j'ai redécouvert Perséphone, qui est une déesse sœur. J'ai fait le DA Initiatrix, l'univers de Flora, qui était sur la magie des fleurs et tout. Là, ça m'a permis de travailler avec Kuan Yin. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Enfin, il y avait pas un contenu post-initiatique avec les degrés trop, mais il y avait quand même des choses. Et surtout, comme on était peu nombreuses, il y avait peut-être un peu plus d'échanges sur le forum, etc. Et je te l'ai dit, moi, je suis très, très autonome dans mes apprentissages, donc j'ai fait mes trucs. J'ai fait mes trucs de mon côté. Il y avait un DI OGAM que j'ai fait à l'époque, qui a disparu. Comme c'était beaucoup de copier-coller de certains trucs, quand la personne est partie, moi je l'ai repris, je l'ai remodelé pour en faire une méthode d'approche des OGAM. C'est mon côté très enseignant, tu sais, je fais des méthodes d'approche et tout. Mais comme ça autonomise les gens aussi. Tu vois, il n'y a pas le côté où il faut où tu dois rendre à ton mentor et tout. Fais-le si tu veux, mais c'est pas pour ça que tu travailles. Donc du coup. C'est pour ça que j'ai plus fait des méthodes d'approche et tout. Et j'ai conçu des choses. Toi, ma prêtrise, ça a été de concevoir des méthodes d'approche. À l'époque, j'avais fait une méthode pour explorer le féminitude, l'oracle de Monique Grande qui s'appelle Féminitude, parce que j'avais beaucoup travaillé avec pendant les archétypes. Je m'étais rajouté du travail avec les cartes du féminitude. Maintenant, je n'utilise plus du tout ce jeu, mais j'avais fait une méthode d'approche que j'avais mis à disposition et d'autres prêtresses, d'autres gens ont pu puisqu'il n'y avait pas que les prêtresses, ont pu en bénéficier. Donc voilà, mon investissement dans la prêtrise pour la communauté, ça a été beaucoup ça. Et quand Julie Isis que j'appelle Julie Myrionimos parce qu'elle a changé de nom 15 000 fois, et chez la CID donc ont eu besoin d'aide, je me suis investie comme responsable de l'enseignement. Donc du coup, en fait, responsable de l'enseignement, ça a surtout consisté à l'époque à changer à faire des copier-coller des leçons pour les mettre dans les nouveaux templates voilà. Ça a été beaucoup ça, en fait. Et en fait, en même temps, il y a eu quand même la création de DA Sapienta et tout. C'est pendant tout ce temps, il s'est quand même passé des choses au niveau de la création de nouveaux modules d'enseignement et tout. Bon, il y a eu évidemment des histoires entre certaines prêtresses. Il y en a qui sont parties, il y en a qui sont restées. Enfin bon, bref, ça c'est. Voilà. Quand un ordre a 15 ans, ordre a 15 ans, évidemment, faut pas s'attendre à ce qu'il se soit rien passé. Et voilà. Et donc j'ai vécu effectivement la création de DA Sapienta et la scission DA Sapienta DA Mystica. Donc du coup, alors ça a été rapide parce que moi je suis arrivée à peu près il y a 10 ans je crois et j'ai commencé DA Sapienta. Donc au final ça a été très rapide. C'est arrivé tôt et en fait DA Sapienta ça a été entre guillemets assez simple au niveau de la construction. Donc c'est Julie Isis qui s'était chargée de tout, mais par contre
ce qu'elle avait dit, elle avait choisi 12 panthéons. Et du coup, elle a pris dans les prêtresses celles qui étaient disponibles pour écrire des leçons. En fait, c'est pas elle qui a écrit toutes les leçons. Elle s'est chargée de la coordination, mais elle n'a pas écrit toutes les leçons. Et en fait, chaque leçon a été attribuée à une prêtresse. Donc, on n'était pas 12, mais il y en a certaines qui ont écrit plusieurs leçons. Voilà, c'est tout. Et par exemple, Pema Keltoy, qui est prêtresse de Tellus Mater et qui s'y connaissait en panthéon romain, c'est elle qui a écrit la leçon sur le panthéon romain. Par exemple, tu vois. Et en fait, voilà, chaque prêtresse qui était un peu dans sa zone de spécialité, elle a écrit la leçon qui est en lien avec sa zone, sa ou ses zones de spécialité. Ça a été pareil avec les autres leçons. Alors, ce que ça a généré, c'est un petit déséquilibre même un gros déséquilibre entre Dea Sapienta d'un côté et Dea Mystica de l'autre, parce que comme ça a été coupé et remodelé, c'est pour ça qu'on retravaille Dea Mystica aujourd'hui, c'est parce qu'on veut quand même bien réharmoniser le tout et qu'on veut que les personnes qui passent par ces parcours-là se sentent vraiment formées en tant que prêtresses. Alors, nous, évidemment, on forme prêtresse de l'ordre de Dea, donc ça veut dire qu'à la fin, il y a des trucs dans l'enseignement qui seront spécifiques à l'ordre de Dea, mais ça n'empêche que si à la fin, tu veux pas rentrer dans l'ordre de Dea, tu as quand même un bagage qui te permet d'être prêtresse de ta déesse patronne. C'est solide, a priori, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, apporter un contenu solide pour que les gens puissent vraiment faire leur propre parcours et leur expérience. Mais pour ça, il faut réharmoniser là, parce que Dea Mystica, on trouve que c'est un petit peu plus faible au niveau de la structure en ce moment que Dea Sapienta. C'est un peu dommage. C'est vrai que Dea Sapienta, c'est très complet, mais voilà. Mais bon. Après, voilà, le fait est que chaque cheminement, il vaut quand même, parce que du moment que l'étudiant, il se lance à fond dans son étude, de toute façon, il en sort immensément grandi. Je le dis toujours, je fais partie de celles qui n'ont pas vécu Dea Sapienta et qui n'ont pas vécu Dea Mystica telle qui va être refondue, etc. Mais le fait est que j'ai quand même un parcours qui m'amène là où j'en suis aujourd'hui, et c'est parce qu'il y a énormément de travail personnel. Après, voilà. Et quand je dis énormément de travail personnel, alors déjà d'une, c'est pas pour me la péter, j'insiste quand même, mais c'est aussi infusé dans la vie. C'est vraiment infusé dans la vie. Pour moi, il y a vraiment cette. Alors déjà d'une, je suis devenue prêtresse dans la vraie vie. Ça, c'est incroyable. Moi qui voulais pas devenir prêtresse du tout, je me retrouve à écrire des livres sur les divinités, sur la déesse, le divin féminin de façon générale. J'ai écrit un livre sur les cérémonies laïques, symboliques, parce que je suis devenue officiante de cérémonie symbolique. Je suis devenue curée quand même. Oui, alors justement, aujourd'hui, en tant que prêtresse, c'est quoi ta vie et tes routines et ton quotidien? Du coup, alors, moi, je suis devenue curé païen, globalement. Alors ça, c'est incroyable. Non, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Franchement, je me lance dans Dea Mystica à l'époque, en me disant, c'est pour mon exploration personnelle. J'ai pas l'intention de devenir prêtresse, et maintenant, c'est mon travail de faire des cérémonies pour des gens. C'est incroyable. Moi, même si je fais pas que ça. Voilà. Donc, dans mon quotidien, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que je suis sorcière et prêtresse. C'est quand même deux choses différentes. Mais moi, je suis pas une femme de routine. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui me dit tous les matins, je me lève et là, je fais ma prière à ma divinité. Et là, ensuite, je mange et je fais truc et machin. Et après, je fais ma pratique dévotionnelle. Non, ça, je fais pas du tout. Je suis très, très nulle en routine. Je n'ai pas du tout ce tempérament-là. J'ai essayé, ça marche pas. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Ça me rassure. Je crois que c'est pareil. Voilà. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à ma déesse patronne, donc au lieu de lui offrir un truc tous les lundis et tout, ou toutes les pleines lunes, j'ai dit à ma déesse patronne, écoute, Kéridwen, moi je suis nulle pour les routines quotidiennes ou mensuelles et autres. Par contre, ce que je peux faire, c'est t'offrir ma vie. Voilà. Donc je n'ai pas pu faire concrètement en termes d'offrande, je ne peux pas faire mieux. Voilà, je ne peux pas faire plus. Mais par contre, ça veut dire que toute ma vie, tous les aspects de ma vie sont spiritualisés. Alors, ça ne veut pas dire que j'y arrive à chaque seconde. C'est pas ça. Et ça ne veut pas dire que je suis en état de méditation et de prière méditative à chaque moment. Mais par contre, ça veut dire que j'essaye de faire des choix qui sont cohérents avec mon cheminement. Et ça, c'est hyper exigeant. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper exigeant parce que ça veut dire que, par exemple, je vais être, le fait d'aller vivre à la campagne,
C'est certes une aspiration personnelle, mais c'est aussi parce que c'est cohérent par rapport à mon cheminement. Toutes les prêtresses ne sont pas amenées à vivre à la campagne. Toutes les sorcières ne sont pas amenées à vivre à la campagne. On peut faire de la sorcellerie en ville, c'est important. Mais moi, dans mon cheminement à moi, si je m'écoute au plus profond, eh ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu vois ? Et entre guillemets, j'ai le choix, mais j'ai pas le choix. Tu vois ? J'ai le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais si je ne le fais pas, je sais que je passe à côté d'un truc. Tu vois ? Et en fait, mes choix, ils se font comme ça, entre autres. Là, on est en train de rénover une maison. Bon, c'est surtout mon mari qui rénove la maison, on va pas se mentir, hein. Mais quand même, nos choix. Après, il m'aide lui parce que il m'aide dans mon parcours spirituel parce qu'il est pas très très spiritualisé en termes formels, mais par contre, il a des choix qui sont assez drastiques, donc du coup, ça aide bien. Voilà, enfin il y a le côté nos murs ils sont en torchis, ils sont terre-paille, ils sont pas en placo parce que c'est pas cohérent avec nos valeurs. Ce qui nous empêche pas d'acheter des trucs fabriqués en Chine parce que des fois on a besoin quand même d'aller vite pour faire l'isolation de la maison. Mais tu vois, enfin il y a vraiment cet équilibre en permanence de la se dire réflexion derrière. Voilà que les choix de vie au niveau de la consommation, pareil, au niveau de l'alimentation, au niveau de la façon dont je mène ma parentalité. Tu vois, enfin, tous les choix, en fait, ne sont pas conditionnés enfin, je dois m'en déconditionner, en fait. Je me déconditionne du modèle social progressivement. C'est tout un gros travail. Mais par contre, c'est vraiment ma prêtrise et mon chemin de vie, c'est-à-dire sorcière et païenne et prêtresse. Sorcière et prêtresse. C'est ça qui m'oriente dans mes choix. Là, en ce moment, c'est la saison touristique en Dordogne. Alors, je fais un peu des ménages pour nettoyer les gîtes et les trucs comme ça. Mais je sais qu'il faut que je fasse juste un peu parce que sinon, ça m'empêche d'écrire. Et l'écriture, ça fait partie, ou ça m'empêche d'élever mon fils, ou ça m'empêche de faire les travaux dans la maison. Et du coup, tu vois, il y a le côté ne pas aller dans un chemin professionnel sous prétexte que c'est celui qui fait gagner de l'argent, pour moi, mais d'aller dans celui qui correspond à mon chemin de vie. Voilà. Après, c'est aussi parce que je peux me permettre de le faire. Hein. Attention, chaque chemin de vie est unique et les réalités terrain de chaque personne sont différentes, quoi, tu vois. Enfin, il y a vraiment, mais voilà, c'est pareil. Je reste pas dans une relation si elle est pas nourrissante pour mon parcours spirituel, par exemple, tu vois. Enfin, s'il y a un problème, s'il y a un problème dans la relation, c'est de toute façon, c'est que ça va pas le faire. Donc voilà. Mais tu vois, ça demande quand même une exigence. Ouais, tu assumes totalement. Et totalement, je sais pas, mais en tout cas, tu assumes beaucoup. Enfin, en tout cas, j'y travaille. Ouais. Travaille. Et puis, il y a le fait, typiquement, tu parles d'assumer, il y a aussi le fait d'écrire sur certains sujets, de publier sous mon nom, pas sous un pseudonyme, mais sous mon vrai nom, etc. Enfin, tu vois, il y a vraiment toute cette dynamique où je consacre ma vie à mon cheminement. C'est un peu comme consacrer sa vie au yoga, sauf que mon yoga, c'est le déanisme. Si tu veux. Tu vois. Bon, sachant que par ailleurs, je fais du yoga et que je suis en train de me former pour l'enseignement du yoga. Mais je vois comment je vois comment je peux le lier au déanisme et tout. Tu vois. Enfin, il y a vraiment tout un. Voilà. C'est difficile. Tu le réappropries. Voilà, je me le réapproprie. Et en fait, je fais ma propre route, tu vois. Alors encore une fois, je dis pas que c'est facile et que j'y arrive tous les jours. Mais l'objectif, c'est de faire sa propre route. Et du coup, c'est vraiment d'aller, pour moi, au-delà des, comment dire, des choses qui sont attendues socialement ou familialement. Mais ça va beaucoup ensemble parce que ma famille, ils sont très intégrés dans le modèle social. Donc, du coup, c'est un peu pareil. Et pour aller faire pour tracer ma propre voie. Bon, c'est chaud patate. On va pas se mentir. Oui. Non, c'est dur, ouais. C'est dur. Enfin, ouais. C'est dur. Enfin, moi, je trouve ça génial. En fait, je ne pourrais pas vivre autrement. Ça me tuerait. Vraiment, hein, ça me ferait des maladies, j'en suis sûre. Tu vois. Enfin, voilà. Donc, je ne pourrais pas vivre autrement. Donc, à la fois, d'une certaine manière, c'est facile quand même, tu vois. Mais il y a vraiment cette exigence, en fait, là, de devenir le plus possible la personne que je suis. Et c'est comme ça que c'est ça ma dévotion, en fait. C'est de devenir le plus possible la personne que je suis. C'est ça ma dévotion et c'est ça qu'on essaye de... Je dis on parce qu'avec les filles du conseil d'administration, on est toutes d'accord là-dessus. C'est la vision que je leur ai proposée et elles sont super enthousiastes avec ça. C'est vraiment d'accompagner chaque prêtresse, et donc chaque étudiant en fait, parce que même si tu n'arrives pas à la prêtrise de l'ordre de DA, tu as ton chemin et toute personne qui passe par l'ordre de DA ou par DA Mystica, moi je veux qu'elle ait ce sentiment
que ça fasse vraiment pleinement partie de son chemin et que ça lui permette d'aller plus loin dans l'exploration de son propre chemin. Après, si son chemin, au bout d'un moment, ça l'éloigne de l'ordre de DA, mais grand bien lui fasse, avec sans rancune, quoi, tu vois, avec grand plaisir. Il y a aucune difficulté avec ça. Si ce n'est que je préfère que ce soit cordial et voilà et sans drama. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est encore autre chose. Oui. Mais vraiment. Il y a vraiment cette et donc pour les prêtresses, moi je dis pour les prêtresses parce que maintenant je m'occupe un peu plus du post-initiatique et un peu moins du pré-initiatique parce que comme on est plus de prêtresses, j'ai un peu plus délégué la partie même si j'ai quelques étudiantes, je me dis je peux pas être partout, à un moment donné faut quand même être lucide. Et du coup, c'est vraiment d'accompagner chacun dans le développement de son propre chemin. Et je vois bien quand j'ai des étudiantes qui me disent ah mais du coup là je sais pas ben oui mais c'est parce que souvent il y a des projections sur ce que c'est la prêtresse idéale et on s'en fout de la prêtresse idéale. On s'en fout de la prêtresse idéale. L'important c'est qui est-ce que t'es en tant qu'individu et c'est ça la prêtresse idéale, c'est toi. Tu vois. Et donc vraiment voilà, il y a ça dans mon et en fait je le fais aussi pour essayer de revenir sur ta question quand même sur dans ma vraie vie quotidienne qu'est-ce que ça change. C'est ça que je veux offrir à mon fils. C'est cet environnement où j'essaie de l'accompagner vers qui il est. C'est ça que je veux offrir aux personnes qui viennent frapper à ma porte pour que je leur fasse une cérémonie de mariage. C'est quelle est la cérémonie de mariage qui vous ressemble parce que la cérémonie de mariage c'est quand même un rituel important. Pour ceux qui croient à l'énergétique, c'est quand même un événement important aussi au niveau énergétique. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est au moins psychologiquement super important. Parce que j'ai aussi des gens qui sont pas spécifiquement inspirés par l'énergétique, qui sont passés par moi pour des cérémonies de mariage. Et c'est OK, mais il y a quand même une charge psychologique super importante. Et c'est quoi le mariage qui te ressemble? Et c'est pas le mariage que tes parents ils veulent que tu fasses. C'est le mariage qui te ressemble à toi. Donc ça vaut pour les mariages, ça vaut pour. Je l'ai vécu pendant mon accouchement. C'est quoi l'accouchement que je veux pour moi et que je veux pour mon fils à naître? C'est pas celui qui rassurerait ma mère. Ou je dis ma mère, en vrai, elle était pas très inquiète, ma mère. Hein. Enfin, ou alors si elle a été inquiète sur ce coup, elle en a rien dit. Mais parce que je suis pas passée par pour la petite histoire, j'ai fait un accouchement physiologique, donc du coup, j'ai pris une sage-femme. On était en plateau technique, ce qui fait que de l'autre côté du couloir, il y avait une maternité au besoin. Mais en gros, ça s'est passé en tête à tête avec mon mari, ma sage-femme et mon fils. Donc du coup voilà, ça c'est le genre de choix qui peut générer des inquiétudes dans la famille. Bon, mais oui, mais c'était ça que je voulais. Et de toute façon, il fallait que je passe par là. Je m'imaginais pas faire un passage médicalisé alors que c'était pas nécessaire. Ça aurait été nécessaire, je dis pas, mais c'était pas nécessaire. Et donc du coup, il y a vraiment la volonté d'accompagner les gens dans les différentes choses que je fais, que ce soit aussi bien en prof de yoga, aussi bien quand je fais des tirages de tarot de Marseille, parce que je suis aussi tarologue. Quand je fais toi, à chaque chose que je fais, l'objectif c'est que les gens, ils deviennent pleinement eux-mêmes. Donc Carl Jung, il parle du processus d'individuation. En spiritualité, c'est aussi le parcours initiatique. Au niveau un peu au-delà du processus d'individuation. Juste après, il y a le parcours initiatique. Et moi, vraiment, c'est mon truc d'accompagner les gens là-dedans, dans leur propre parcours initiatique, mais qui vont se fabriquer eux-mêmes. C'est pour ça que l'ordre de DA, à l'heure actuelle, enfin, moi, j'espère que ça va rester comme ça longtemps. On veut pas que ce soit dogmatique. On veut pas que ça devienne une nouvelle religion dans laquelle il y a des dogmes et des trucs comme ça. Alors évidemment, on crée des rituels, évidemment, on crée des choses pour souder la communauté. Oui. Il y a la ronde des mystères, etc. Tout ça qu'on va progressivement refaire en sorte de faire vivre. Évidemment, on demande aux gens de faire des purifications, d'alimenter les grégores et tout, parce qu'on est un esprit de groupe, tu vois. Mais à l'intérieur de cet esprit de groupe, moi, je veux qu'il y ait des individus et des individus qui sont pleinement épanouis dans leur propre parcours. Parce que c'est que comme ça, je pense qu'on va changer le monde, déjà, pour commencer. Et c'est mon ambition, ma petite ambition personnelle, c'est changer le monde. Mais au-delà de ça, c'est que chaque individu se sente vraiment en pleine cohérence avec soi-même et chante sa propre ligne harmonique dans la grande symphonie de l'univers, tu vois. Et c'est ça, très beau. Voilà. Donc voilà un peu comment
ça s'infuse dans mon quotidien, c'est qu'en fait, je suis devenue ça. Ou alors, c'est pas que je le suis devenue, c'est que ça me l'a révélé. C'est oui. Ça m'a permis de le trouver, en fait. Ça révèle qui tu es au fond de toi-même. Voilà. Ouais. Ça m'a allumé cette lumière-là, ouais. Est-ce que, après tout, ça me touche tout ce que tu me dis, ça résonne beaucoup. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui souhaiteraient faire ce cheminement de la prêtrise? Ouais, en fait, du coup, tu sais, je t'ai dit juste avant qu'on enregistre, elle m'a parlé un peu des questions et je lui ai dit, je sais pas s'il y a quelque chose qui me viendra. Ben là, il y a quelque chose qui me vient. C'est le conseil fondamental, c'est de pas considérer ce chemin comme un chemin scolaire. Vous n'êtes pas là pour donner la bonne réponse à la question. Et en fait, si vous êtes là pour donner la bonne réponse à la question, mais la bonne réponse à la question, c'est pas celle que vous croyez qu'on attend de vous. Tu vois oui. Je sais pas si c'est bien clair. Si. En fait, on vous donne des leçons dans l'ordre de DA. On a appelé ça leçon. Bon, ça s'est appelé comme ça dès le début. À la limite, c'est qu'un terme. Pour moi, c'est plus des opportunités d'exploration. Chaque leçon, c'est une opportunité d'exploration. Donc, du coup, tu fais ce chemin-là. La question que tu vois, que tu dois te poser quand tu ouvres ta leçon, c'est quelle opportunité d'exploration ça me permet? Du coup, l'objectif, c'est pas de répondre juste, c'est pas de faire la réponse parfaite de l'élève parfaite, c'est d'aller explorer un truc en toi. Et ça te permettra pas de tout explorer en une seule fois. Franchement, les archétypes, je donne l'exemple des archétypes mais en vrai, ça marche aussi pour les panthéons et tout. Tu vas pas faire le tour de l'archétype de la déesse sombre en 6 semaines de leçons. C'est absolument impossible. C'est un chemin d'une vie. Nous, on refait régulièrement en tant que prêtresse. Il y en a certaines qui reviennent sur les archétypes ou pas, ou alors il y a un archétype qui revient à un moment, ça permet une exploration plus approfondie et tout. Tu ne feras pas ton exploration d'un archétype en 6 semaines. C'est pas possible. Par contre, qu'est-ce que ça te permet d'explorer maintenant sur ce sujet-là? C'est ça, en fait, le chemin de la prêtrise. Pareil pour chaque panthéon. T'aimes pas le panthéon étrusque? C'est pas grave si tu l'aimes pas. Qu'est-ce qui te permet d'explorer maintenant? Tu vois, t'adores le panthéon machin et tu le connais par cœur, le panthéon celtique et tu le connais par cœur. Ok, mais qu'est-ce que t'as pas encore exploré sur ce panthéon-là et que cette leçon te permet d'explorer? Et ça vaut aussi particulièrement pour les gens qui ont déjà des parcours, qui ont déjà eu des parcours avant le MD et qui se retrouvent avec des leçons sur les autels, la prière et tout, des choses qu'ils connaissent déjà. Oui, mais sortez de ce que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que ça vous permet de réexplorer maintenant sur la prière? Et peut-être que vous allez redécouvrir un truc nouveau sur la prière, parce que ce sont des explorations qui n'en finissent jamais. Voilà. Et ça vous amène toujours plus proche de vous-même, ce qui est génial. Ça ouvre le champ des possibles. C'est ça. Donc, ce sera mon mot de la fin. Voilà. Donc, ton mot de la fin, c'est cela. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Parce que après, je pourrais vous en faire des milliers, mais du coup, ça n'en finirait pas. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Écoute, Camille, en tout cas, ça m'a vraiment touchée, tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as partagé. Je trouve ça, même pour moi, prêtresse, c'est pas... Enfin, je veux dire, voilà. Je pense qu'on a besoin de tout le temps de pouvoir... échanger avec d'autres. C'est pour ça que je voulais faire ces interviews pour pouvoir montrer qu'on est des êtres humains avec un cœur et qu'on est tous un peu pareils. Mais en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que profondément, en tout cas, toutes celles qui sont restées, celles et ceux, parce qu'on a quelques messieurs qui sont restés aussi, toutes celles et ceux qui sont restés en prêtrise, clairement, c'est des gens qui ont le feu. Ils ont le feu, c'est sûr, ils ont le feu sacré, alors plus ou moins caché par des réalités matérielles qui sont plus ou moins difficiles à vivre. Voilà, il y a des réalités aussi, mais tout le monde a le feu sacré. Enfin, et puis les personnes qui sont en train de faire le cheminement, c'est sûr qu'elles ont le feu sacré aussi. Alors, qui leur feront arriver jusqu'à l'OD ou qui leur feront bifurquer de chemin, peu importe. Mais c'est ça qui est super important, c'est de se dire, voilà, on est toutes là, on n'est pas tout seul chacun dans notre coin. Alors, c'est sûr qu'on vit nos expériences chacun dans nos coins et que si on a choisi ce modèle-là, virtuel, avec l'interface de l'informatique et tout, c'est à la fois pour des raisons pratiques, pour ceux qui habitent à droite, à gauche, aux quatre coins du monde, mais à la fois parce qu'on est tous un peu des sauvages, peut-être un peu asociaux, c'est sûr, mais on se rejoint tous sur la volonté d'avancer sur nos chemins spirituels, ça c'est sûr. Après, chacun sa forme, chacun
chacun son modèle. Et du coup, ouais, ça c'est super important ce que tu proposes comme initiative là, parce que on a l'avantage de pouvoir être de pouvoir brasser du monde aux quatre coins du monde, mais on a le désavantage de pas avoir une connexion physique. Et même si là c'est toujours pas une connexion physique, et ben ça n'empêche que ça apporte quelque chose qui rappelle qu'il y a des gens, derrière les pseudos et derrière les posts Facebook et sur le forum. Ouais. Qu'on est une communauté, quoi. Tout à fait. Et même si on est caché derrière nos écrans. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi de m'avoir offert cet espace. Et je t'en prie. Et puis, très belle journée. Merci à toi aussi. Merci. À bientôt. À bientôt.